Dans le cadre de l'invitation de la Galerie Ombre Blanche au photographe et écrivain Gérard Massé, dont les œuvres étaient exposées du 28 mai au 29 juin 2025, la librairie proposait mercredi 28 mai un dialogue entre Georges Monti, éditeur de Gérard Massé aux éditions Le Temps qu'il fait, et Christian Thorel, fondateur de la librairie Ombre Blanche. Bonne écoute. Bonsoir, merci pour votre présence et nous allons devoir excuser Gérard Massé qui, vraiment pour des raisons impératives de santé, dont on espère qu'il va sortir aussi vite que possible. Il traîne quelque chose qui qu'il ne faut pas laisser traîner trop longtemps et qui n'a rien d'extrêmement grave, mais qui est suffisamment important pour que ça mérite et demande un traitement hospitalier et antibiotique assez vigoureux et un nouveau traitement antibiotique un peu vigoureux. Voilà, mais on vous donnera dans le mois qui vient des nouvelles de lui qui seront, on va l'espérer, bonnes. En tout cas, il est avec nous, il a écrit de cœur ce soir, et puis surtout, il a écrit un message à Georges et à moi-même où tu es délégué pour parler à sa place, ajoutant que tu vas le faire très bien. Enfin bon, ça c'est pas garanti, mais on va voir. Il dit qu'il me fait confiance, c'est déjà ça. Alors on va d'abord, Georges Monti, t'accueillir à nouveau à cette place où j'ai l'impression qu'on va te faire un fauteuil. Voilà, on te faire un fauteuil spécialement, comme pour les metteurs en scène, avec ton nom sur le dossier. Peut-être rappeler que tu as créé ta maison il y a un peu plus de 40 ans, le temps qu'il fait, après avoir œuvré dans d'autres maisons, et notamment, on en parlait à l'instant, avec Edmond Thomas, aux éditions Plein Champ, dans le plein centre tout en haut du sud-ouest, où finalement que tu ne t'es pas résolu à quitter en dépit d'origine beaucoup plus centrale géographiquement, d'origine du côté de l'Auvergne, et que cette maison dans laquelle avec laquelle tu nous as habitués à des bouquins, à des livres formidables. Il ne faut pas employer le mot bouquin. Oh là là, qu'est-ce que je n'aime pas ce mot finalement. C'est pas un vilain mot, bouquin, ça vient de bouc, parce que les livres au Moyen-Âge étaient reliés en peau de chèvre ou de bouc, c'est pour ça qu'on appelle ça des bouquins. Oui, avec ancien. Le grand mouvement d'affection pour le monde animal qui est en vogue en ce moment, c'est parfait. Et donc dans ce catalogue, tu as commencé avec de la littérature, tu continues avec de la littérature, et puis il y a eu un moment où tu as élargi ton spectre, comme on dit, ta gamme, et tu as commencé à travailler avec des artistes plasticiens, et puis avec des photographes. On va dire qu'il y a peut-être une partie peut-être un peu plus accidentelle, entre guillemets, avec des peintres, et ça, ce sont plutôt des accompagnements amicaux, des coups de cœur, presque des nécessités existentielles. Mais la photographie, c'est tout un programme, et dans le site internet, c'est formidable, qui est le tien, où on a quand même beaucoup de choses. Il y a ces photographes qui sont, il y a les photographes, il y a les écrivains, et aujourd'hui c'est une collection importante et qui est aussi je vais peut-être te demander un état des lieux les origines de cette décision, et puis où tu en es aujourd'hui. Sachant qu'on aura donc là deux exemples particuliers, celui de Jacques Lacarrière qui est sur ses murs, et puis celui de Gérard Massé qui est de l'autre côté, photo auquel nous convierons de rejoindre tout à l'heure pour un verre. Juste avant de te laisser la parole, dire que dans ce lieu d'exposition qui est le nôtre, renouvelé en 2019, tu as intervenu à plusieurs reprises, puisque tu as édité les photos de Michel Dieuset, tu as édité des livres de Fred II et de Cécile Reims,
dont nous avons exposé les œuvres, et puis de Jean-Loup Trassard, qui a été une des premières expositions de photographie que nous avons proposées il y a déjà 4 ou 5 ans, et lui-même d'ailleurs étant malheureusement dans un état un peu difficile, puisque ce fantastique écrivain photographe a perdu la vue. Voilà, donc sur ces très bons échos, merci. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses réjouissantes. Évidemment, tout ça a été émaillé de certains accidents dont la vie n'est pas avare, et notamment, évidemment, les vieux écrivains ou les vieux photographes, du reste, vieillissent encore plus, tombent malades, perdent la vue, dans le cas de Jean-Loup Trassard. Et puis, pour beaucoup d'entre eux, finissent par mourir, comme cela nous est promis à nous aussi. Alors, pour répondre un peu à ta question et expliquer sans trop de détails ni de phrases comment l'affaire de la photographie est entrée dans mon catalogue, et je pourrais dire dans ma vie presque en même temps. En vérité, le premier livre que j'ai publié, à l'enseigne du temps qu'il fait, j'avais travaillé pendant 2 ans avant avec Edmond Thomas, donc aux éditions Plein-Champ, où j'ai fait un certain nombre de livres qui ont paru sous ma responsabilité, et dont j'ai gardé d'ailleurs certains à mon catalogue lorsque j'ai créé Le Temps qu'il fait. Le premier livre que j'ai publié sous la marque Le Temps qu'il fait est un livre de Jean-Loup Trassard. J'avais sollicité Trassard pour qu'il me donne des petits textes qu'il publiait à l'époque dans les Cahiers du chemin de Georges Lambrix. Et il m'avait dit, pour me décourager, parce qu'il est comme ça, Trassard, il aime bien décourager les bonnes volontés. Alors, il m'avait dit, non, vous n'y arriverez pas, parce que c'est un livre qui doit être accompagné de photographies. Je lui dis, mais ça, je peux très bien faire ça. Il me dit, mais non, Gallimard m'a dit qu'il ne pouvait pas, alors je ne vois pas comment vous pourriez. Bon, et donc, je lui ai dit, si, je peux. Et donc, on a fait ce premier livre qui s'intitule Inventaire des outils à main dans une ferme, dans un format plus petit, différent, etc. C'était très artisanal, vraiment, à l'époque. Les moyens dont je disposais étaient très faibles. Et donc, voilà comment j'ai commencé. Et là, je me suis avisé que certains écrivains que j'aimais bien faisaient de la photo. C'est idiot, mais parce que tout le monde fait de la photo, au fond, c'était pas spécialement un objet de distinction particulier, mais simplement des écrivains comme Trassard qui photographiaient, évidemment, ça pose une question. C'est qu'est-ce qu'un écrivain comme lui, compte tenu de la sensibilité qui est la sienne, des thématiques qui sont les siennes comme écrivain, qu'est-ce qu'il met dans ses photos ? Alors, je me suis aperçu que là, il y avait vraiment une œuvre, au fond, un vrai regard très singulier. C'est donc, pour être un photographe amateur, il n'en était pas moins un très bon photographe. Bon. Et donc, j'ai commencé avec lui à développer cette idée que je pouvais peut-être créer une collection d'écrivains photographes. Là-dessus, je m'aperçois que Luc Dietrich, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, je continue d'aimer beaucoup, qui est mort juste après la guerre, très jeune, avait publié dans les années 30 chez De Noël un livre de cette espèce. Un livre où le texte, la prose poétique d'ailleurs, dialogue avec des photographies. Donc ça me faisait un deuxième écrivain photographe. Alors ça, c'est une histoire dans laquelle je ne vais pas me lancer parce qu'elle est fort longue et tout à fait passionnante. Mais j'ai refabriqué un livre qui n'avait jamais existé, mais dont on a retrouvé pièce par pièce les photos, une par une, les textes un par un. Et on avait la table des matières de la main de l'auteur, qui par chance était resté dans la mémoire d'une communauté, disons, d'obédience religieuse, si on veut dire les choses comme ça, qui est la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto. Donc, là, cette chance nous a fait tomber sur ces archives, et peu à peu, on a refabriqué le livre qui n'avait pas paru, car Dietrich est mort, et au moment d'ailleurs où De Noël s'est suicidé, qui était l'éditeur de son premier livre. Bon. Et donc on a, comme ça, j'ai glissé vers cette idée que les écrivains photographes pouvaient constituer une collection chez moi. Donc en voilà un deuxième, ça commence à faire une collection, il en fallait un troisième. J'ai demandé à Jacques Lacarrière, qui était un écrivain que je connaissais
déjà depuis plusieurs années. Je le fréquentais chez Trassard, du reste, le plus souvent, parce que je connaissais ces photos qui avaient paru, pour certaines d'entre elles, pas toutes, dans les années 50, dans un album publié par Segers, sur la Grèce. Et donc voilà, un troisième. Et puis voilà, les choses se sont enclenchées comme ça, et au bout d'un moment, je me suis retrouvé à la tête d'une petite collection d'écrivains photographes. Gérard Massé est venu plus tardivement dans cette théorie-là, mais entre-temps, des photographes, des vrais photographes qui n'étaient nullement écrivains, m'ont dit vous savez faire les livres de photos, donc on pourrait peut-être faire un livre ensemble. Et c'est comme ça que, avec Michel Dieuze, j'ai commencé, d'ailleurs du vivant de son père, Jean, à faire un premier livre. Puis ensuite, j'ai fait plusieurs livres de Jean Dieuze, mais post-mortem, qui sont des livres qui ont été fabriqués par Michel et moi. Donc voilà. Donc je suis devenu comme ça. Après, j'ai publié des vrais photographes. J'ai publié Douaneau, j'ai publié Ronis, j'ai publié un certain nombre de gens qui sont tout à fait des vrais photographes. Enfin, les miens ne sont pas des faux photographes non plus, il faut le dire. Voilà. Et alors, oui, Gérard Massé, peut-être pour venir à lui. Oui, venons à lui. Oui. Voilà, Gérard Massé est un photographe peut-être plus tardif, milieu des années 90. Oui, parce qu'il a commencé d'abord, lui, il a commencé à photographier tard. Il a commencé à photographier passé la cinquantaine. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une démarche qui vient dans un progrès de son rapport au texte et aux images. Mais il connaît très bien l'histoire de la photographie. Il s'est toujours intéressé à la photographie en tant qu'elle constitue une sorte de substrat de la rêverie, etc., enfin, de support, etc. Et puis, il s'est quand même beaucoup passionné pour les écrivains, disons, contemporains de Baudelaire, Nerval, etc. Et ce sont des gens qui sont contemporains de l'invention de la photographie. Et la photographie a joué un grand rôle dans Baudelaire en particulier, qui détestait la photographie, qui pensait que c'était un art mécanique et qu'il fallait absolument lutter contre ça, parce que ça faisait une concurrence déloyale à la peinture. Baudelaire est assez odieux avec la photographie. Mais en même temps, il dit des choses d'une justesse terrible. Et donc Massé s'est intéressé à cette dimension-là, et puis il a fréquenté des photographes. Alors, pour des raisons sans doute de circonstances, parce que c'est des gens qu'il a rencontrés au fil de l'existence, et il était par exemple très lié avec Cartier-Bresson. Évidemment, il a regardé la photographie de Cartier-Bresson, mais aussi bien celle des photographes de cette génération-là, mais aussi d'autres genres de photographes, des photographes plus plasticiens, plus conceptuels, etc. Bon. Donc vraiment, la photographie, pour lui, c'était pas une chose secondaire du tout. Et il a été, ça c'est un détail non négligeable, il a été un grand collectionneur de photographies. Puis un jour, il a vendu la collection. Voilà. Donc c'est des choses comme ça, pourquoi pas. Donc ça fait de lui quand même quelqu'un qui était en quelque sorte disposé à la photographie. Et comment est-ce que ça s'est passé ? Au fond, il a fait un livre une fois avec la photographe espagnole. Son nom m'échappe, vous allez me le dire ? Non ? Isabelle Muñoz, ouais. Et donc il a fait un livre sur Rome avec Muñoz. Et donc, il est allé à Rome avec elle, et puis il lui disait allons, on va aller à tel endroit, plutôt à telle heure du matin, et tout ça. Et puis, à un moment donné, il lui a dit tu devrais faire ça comme ça, etc. Elle lui a dit mais tu m'emmerdes, c'est toi le photographe ou c'est moi ? Et finalement, elle s'est mise d'accord avec Anne, l'épouse de Gérard, et elles lui ont offert pour son anniversaire un appareil photo. Voilà comment l'aventure a commencé. Mais en fait, il faisait ce qu'il appelle, dans un livre que j'ai publié, de la photographie sans appareil. Et je crois que nous faisons tous ça. Enfin, on fait aussi de la photographie avec appareil, hélas, parfois, enfin, on a tort, mais on fait tous de la photographie sans appareil. On prélève dans le réel, de ce que le monde nous donne à voir, on prélève des fragments qui sont des photographies mentales, etc. Dans le cas de Massé, il y a une autre dimension qui est importante, c'est son rapport à la question du rêve, qui est omniprésente dans son œuvre.
pas seulement son œuvre poétique, mais son œuvre critique également. C'est une problématique qui l'intéresse particulièrement. Alors évidemment, l'image onirique et l'image photographique ont partie liée, elles ont beaucoup de choses en commun. Donc voilà, c'était assez naturel qu'il devienne photographe. Donc voilà, il est devenu photographe grâce à cet appareil que ces femmes lui ont offert. Depuis lors, il a changé plusieurs fois d'appareil. Il est toujours aussi peu technicien, mais en attendant, il fait des vraies photos. Comme dirait Léon, alors, ce sont des vraies photos. Auparavant, il a publié ses premiers livres au milieu des années 70 dans cette prestigieuse collection qui est sûrement une des collections inspiratrices de ton propre travail d'éditeur de littérature, la collection Le Chemin, la collection de Georges Lambrix chez Gallimard. Et il est d'ailleurs peut-être aujourd'hui un des derniers survivants des écrivains que Lambrix avait publiés. Donc bon, il publiait. Trassard n'est pas mort encore. Et Trassard n'est pas. Oui, c'est vrai que puis Trassard est passé dans la Blanche. C'est ça. Tout le monde est passé dans la Blanche. Trassard est lui, puisque Le Chemin a disparu. Oui. Et donc il continue de publier chez Gallimard un certain nombre de textes à sa cadence à lui. Toi, tu n'as commencé à le publier qu'à partir de la photo ou Non, c'était un peu avant, mais je dois... Alors, si on veut raconter vraiment le dessous des cartes, pourquoi pas celui-là aussi. Gérard, je le connais depuis les années 80, peut-être depuis 1981. Je crois que je l'ai sollicité parce que je l'avais entendu lire à France Culture une nuit une série de textes qui s'appelle Leçons de chinois. Et donc, je lui ai écrit pour lui dire, voilà, je suis un petit éditeur qui débute, j'aimerais beaucoup publier ces textes que je vous ai entendu lire dans le Poste. Alors il me répond très gentiment qu'il aimerait bien, mais que c'est non, parce qu'il vient de donner son accord pour la même chose à Fata Morgana. Et ensuite, pendant des années, il est resté fidèle à Gallimard pour un côté, à Fata Morgana pour l'autre, parce qu'il était loyal, il est toujours le même homme, il n'a pas beaucoup changé. Je connais au moins 2 personnes qui le connaissent là, donc elles peuvent me contredire quand elles veulent, hein, vous avez la permission. Je ne sais pas comment dire ça, il était d'une loyauté implacable, et puis un jour il s'est fâché avec Bruno Roy pour des raisons qui seraient trop longues de raconter ici, mais qui sont des raisons politiques, idéologiques. Et il m'appelle au téléphone, il me dit « Est-ce que tu es toujours dans les mêmes dispositions à l'égard de ce que j'écris ?» Je lui dis « Mais bien sûr, pourquoi est-ce que j'aurais changé ?» Entre-temps, il s'était écoulé peut-être 10 ou 15 ans, pendant lesquels il m'envoyait ses livres, etc. Enfin, il y avait tout un truc comme ça, on se voyait, on se croisait de temps en temps. Bon. Et donc, je lui dis « Pourquoi tu me poses cette question ?» Il me dit « Parce que je viens de me fâcher avec Bruno Roy pour telle et telle raison. » Et donc, si tu es toujours dans les mêmes dispositions, eh bien, mon prochain livre, je te le propose. Donc voilà comment ça a démarré. Et puis alors après, la photo s'est greffée là-dessus, parce que comme je commençais à avoir de vraies compétences en la matière, c'était assez naturel que je le soutienne sur ce terrain-là. Et aujourd'hui, je suis un peu son support technique. Et alors... Attends, pour finir, je voudrais dire un mot aussi... Parce que tu parlais de Georges Lambrix, je viens de parler de Bruno Roy, qui s'appelait Georges en réalité, de son vrai nom. Et moi, je m'appelle Georges également. Un jour, il m'a dit ça, il m'a dit « Mes 3 éditeurs s'appellent Georges, il doit y avoir un signe. » Lequel ? Non, il m'a laissé avec la question. Bon. Tu as publié de lui un livre tout récemment qui est en présentation dans l'exposition. Et l'année passée, sûrement le plus gros des livres que tu as publié de Gérard Massé, qui est un recueil d'entretiens, assez passionnant, un peu éclectique, dans lequel d'ailleurs, il aborde la question de la photo, puisque la photo vient récuremment dans ses écrits. Et on en a, et toi et moi, isolé quelques-uns pour présenter dans ce petit bulletin que vous trouverez dans le cadre de l'exposition, un petit bulletin qui accompagne chacune de nos expositions. Voilà. Qu'est-ce qui t'a décidé à
composer, à proposer ce portrait de Gérard Massé par ces entretiens? Parce que tu avais déjà consacré un livre à Gérard Massé. Oui, j'ai même fait 2 cahiers sur lui. Donc, c'est des ouvrages collectifs qui rassemblent des écrits critiques, etc., qui font un peu le tour d'une œuvre. Bon. Et donc, j'en ai fait 2 à 10 ou 15 ans d'écart. Là, c'est une autre approche. Ce sont ces entretiens qui sont curieusement... alors, là aussi, il faudrait raconter les choses par le menu pour que ce soit plus savoureux, mais au fond, j'ai amené Gérard et Marcel Cohen, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui est un très grand écrivain d'aujourd'hui. Je les ai amenés tous les deux à la maison Joé Bousquet à Carcassonne, donc pas très au sud d'ici, pas très loin, quoi. Pour des rencontres qu'on a tenues pendant 2 jours entiers. Il y avait une exposition de Gérard, une exposition d'œuvres collectionnées par Marcel Cohen également, et on a parloté pendant 2 jours, et tout ça a été absolument passionnant. Et à un moment ou à un autre, on était amené à citer les entretiens que tous ces écrivains donnent à des revues, etc. Bon. Et à faire une différence assez nette entre la nature de ces entretiens. Alors dans le cas de Marcel Cohen répond presque toujours aux mêmes questions, c'est assez curieux du reste. Pourquoi est-ce que les gens qui le sollicitent, que ce soit pour une revue, un journal, c'est jamais Paris Match, hein, mais quand même ce sont des journaux qui n'ont pas tous le même niveau d'exigence. Bon, et presque toujours à Marcel Cohen, on demande quel est le sens de son œuvre. Alors il répond toujours aux mêmes questions au fond, et il fait toujours les mêmes réponses. Alors évidemment, elles ont des variantes, mais ce sont des entretiens qui se répètent beaucoup. A contrario, les entretiens de Massé ne se répètent jamais parce qu'il accepte uniquement des... Mais je suppose qu'il ne fait pas exprès. Hein. C'est sa tournure d'esprit. Il accepte des entretiens sur des thématiques précises. Alors, je ne sais pas, par exemple, son rapport à la Chine. Bon, tac, ça va faire un entretien. Et puis, etc. Enfin, bon, je ne sais pas, la poésie et la prose, par exemple. Alors, des sujets qui peuvent être des sujets littéraires extrêmement précis, ou des choses qui tiennent à ses voyages. Et comme il a été quand même un grand voyageur, ces questions sont abordées à chaque fois de façon différente. Ce qui fait que on s'est retrouvé, lorsque j'ai commencé à réunir ces entretiens, je me suis retrouvé à la tête d'un ensemble considérable, on en a éliminé beaucoup du reste, qui était d'une variété phénoménale. Donc c'était passionnant de donner ça à lire tout ensemble, parce qu'évidemment, tout ça s'est dispersé dans des revues, c'est paru il y a 2 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc voilà, c'était un formidable autoportrait, et je ne peux que vous engager quand vous aurez vu l'exposition. Bibliothèque tournante. Voilà, et je voudrais... Peut-être on ne va pas s'éterniser, il faudra quand même aller voir les images. Oui, et puis peut-être tu peux répondre aussi à quelques questions. Et je voudrais aborder la question des voyages, parce qu'on le verra dans cette exposition. Et il faut juste préciser que cette exposition, elle a été... quand toi et moi avons eu... c'est toi le premier qui a demandé à Gérard Massé s'il acceptait d'exposer ici. Je crois qu'il l'a accepté immédiatement. Ah oui. Puis après, il faut monter les choses et on a profité, de rentrer dans des détails, mais des fois ça compte aussi pour comprendre l'organisation de cette exposition. On a profité d'un voyage qu'il devait faire vers ta maison près de Langon, du côté de Bazas, pour amener ses photos. Et voilà. Et donc l'autre jour, il y a quelques jours, avec Jacques Matali qui est ici, nous avons déballé ces photos et il fallait leur trouver un sens. Bon, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est pas un choix que j'ai fait, c'est pas un choix qu'il a fait. Non, bien sûr. Voilà, c'est une exposition. On est parti avec une 60aine de photos de chez toi et on montre un certain nombre de choses dont, alors il n'y a pas que les voyages, mais il y a 2 moments, 2 aspects du voyage, l'Afrique et le Japon, l'Asie. Oui. Voilà. Et est-ce que peut-être ça permettrait peut-être de
de mieux comprendre l'exposition des côtés. Quelle est cette importance d'abord de ces deux continents et au cœur des continents, hein. L'Afrique, c'est dans des villages, dans des tribus. Au Cameroun, oui. Principalement au Cameroun, pas seulement, mais principalement au Cameroun. Je ne sais pas, ça j'ai du mal à répondre à sa place, mais je pense qu'on peut inférer de l'observation de certains faits un goût ou un attachement particulier à certains pays. Parce qu'au Japon, il est allé plusieurs fois, je ne sais plus combien, mais plusieurs fois. Et pour des longs séjours, pas des séjours de 8 jours, hein, des séjours de plusieurs mois. Bon, et il a écrit sur le Japon, oui, bien sûr. Et en Afrique également, il est allé plusieurs fois. Donc on voit bien alors qu'il y a d'autres pays où il est allé une seule fois et peut-être plus superficiellement. Donc voilà, bon, sans doute, les choses se sont fixées comme ça dans la réalité par des penchants, des attractions qui sont liées à différents moments, à pourquoi est-ce qu'il a envie d'aller dans tel pays ou dans tel pays. C'est souvent lié à des lectures, à des choses de ce type-là. Et puis, comme tout ce qu'il fait, Massé, c'est du sérieux, quoi. Même si c'est fait avec légèreté et humour, c'est quand même très travaillé. Donc, il n'y va pas au hasard. Il rencontre des gens. D'abord, il prépare en amont, il se rend chez des gens, etc. Et donc, c'est pas des voyages de touristes, voilà. C'est donc des voyages en profondeur. Bon, pour ce qui est du Japon, par exemple, et puis je peux pas m'appesantir plus que ça, mais pour le Japon, il a appris des rudiments de japonais, etc. Enfin, c'est pas des choses. Et puis, il a une vraie passion pour ça, pour l'esthétique du Japon, pour les objets, pour la culture, pour tout ça, pour la littérature, qu'il lit en traduction bien sûr, mais voilà. Donc oui, c'est ce qu'on pourrait appeler un écrivain voyageur, mais pas dans la catégorie des gens qui voyagent pour écrire. Qui font du récit, oui. Voilà. Pas de récit. Non, lui, c'est pas le cas. Donc il ne raconte pas ses voyages dans ses livres. Ni impression ni récit. Voilà. Il en tire une autre. Il en tire une autre substance, mais qui finalement donne des résultats dans son écriture, même si c'est pas effectivement des carnets de voyage. Et dernière chose, avant de vous laisser peut-être à des questions, le noir et blanc et la couleur. Donc on a ici chez Jacques Lacarrière quelques photos couleurs qui sont d'ailleurs formidables, mais je pense que Lacarrière, quand tu l'as édité, tu as sûrement proposé essentiellement du noir et blanc. Il en sera sûrement question samedi prochain avec Sylvia, c'est ça. Mais concernant Jacques Massé, Gérard Massé, pardon. Concernant Gérard Massé, ce choix, est-ce qu'il est... Tu tires, c'est toi-même qui tires ces images couleurs. Oui. Les noirs et blancs, il les travaille j'imagine, chez un tireur. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il est dans une dominante couleur de plus en plus c'est deux époques. Hein. Alors là, pour le coup, c'est très simple. C'est quand il a commencé, les appareils numériques n'avaient pas encore inondé le marché, loin de là. Donc il a commencé avec un appareil argentique, avec des pellicules, des vraies photos, comme dit Léonie. Évidemment, elle se moque parce que elle pense bien que les photos numériques sont aussi des vraies photos, c'est pas le sujet, mais quand même, on peut faire de l'humour. Et donc, c'était des photos sur pellicule, comme d'ailleurs les photos de Jacques Lacarrière, c'est des photos argentiques, comme on dit aujourd'hui, avec un petit trémolo, comme si ça voulait dire magique, mais en fait, c'est un procédé avec des supports argentiques. Bon, alors la pellicule et le papier du tirage sont également argentiques. Ce qui n'est pas le cas chez Gérard Massé, qui a fait donc pendant une première période des photos en noir et blanc, et selon les procédés argentiques, avec des négatifs et des tirages sur papier, sous l'agrandisseur. Voilà. Et puis ensuite, il est passé au numérique, tout simplement parce qu'il a acheté un appareil numérique qui lui fait des photos en couleur. Donc il ne s'est pas tellement posé la question et il s'est mis à faire de la photo en couleur.
Et donc, il ne fait plus jamais de photos en noir et blanc. Enfin, sauf accident, ça lui arrive, je crois, encore plus ou moins de mettre une pellicule dans un appareil noir et blanc, mais c'est plus sa manière de faire. Et pour toi, pour les publications, est-ce que ça a été un changement, puisque c'est deux approches complètement différentes. Oui, puis tu es resté longtemps avec un format destiné au noir et blanc, et tu as varié là dans la... Oui. Là, c'est pareil, je ne veux pas répondre à cette question sans rentrer dans les détails, donc je vais éluder, mais pour moi, le noir et blanc, d'une part, et peut-être la photographie d'une façon plus large, à avoir, et c'est un peu contradictoire avec ce que nous faisons ici, ça a à voir avec le livre, essentiellement, et pas tellement avec le mur. Contrairement à ce que disait Denis Bria, que tu as montré aussi il n'y a pas très longtemps ici. Denis Bria est le premier photographe à avoir dit « je fais des photos pour le mur ». Et ce faisant, il s'est mis en concurrence avec les peintres. Du reste, sa photo est une photo plasticienne qui ressemble à de la peinture, si on veut, par certains aspects. Voilà, pour moi, la photo noir et blanc, qui est une photo, disons, dans la tradition de la photographie, disons, humaniste, de reportage, etc., et a presque sa destination naturelle dans le livre, davantage que pour des tirages de grande dimension qui sont destinés au mur, à l'exposition. Voilà. Mais les choses ont changé, comme d'ailleurs tout le reste du monde. Ces 2 dernières décennies, les choses ont largement changé. Et la place de la photographie dans les pratiques à la fois des photographes, mais aussi des amateurs, des marchands, des galeristes, etc., n'est plus la même. Et aujourd'hui, les photos sont davantage pensées par les photographes eux-mêmes pour l'exposition et pour le grand format. Justement, j'ose une dernière question avant d'écouter la salle, mais lui, il a proposé déjà des grands formats ou... Gérard, non, pas du jamais, tout. Alors, jamais. Voilà. Donc nous avons un format pratiquement unique, oui, avec juste quelques images en petit format, oui, que nous avons... C'est un peu des trucs de circonstance, vous serez indulgents avec nous, on s'est un peu laissé déborder par le choix, et comme il n'était pas là pour trancher à notre place, on a eu un peu de mal à se décider. Oui, parfois. Mais c'est bien, vous verrez. Oui, c'est bien. Ah non, le résultat est plus qu'honorable. C'est un travail collectif. Merci à Jacques Matali qui a largement contribué au choix et à l'accrochage. On pourrait peut-être proposer d'aller voir les photos, de boire un verre. Je voudrais juste, avant de nous égayer, dire que, j'y pense maintenant, que Jean-Yves Lorichès vient de poser une question à son éditeur Georges Monti. Jean-Yves est venu ici même, enfin, il a publié combien 8, je sais plus, c'est ça, 8 livres chez Georges Monti, ce sont des fidélités partagées, et je les partage aussi avec l'éditeur et avec l'auteur, et ils ont fait tous les deux, avec un troisième, Alain Galland, l'objet, qui est un auteur de L'âme de ta maison, l'objet d'une très belle page dans le Nouvel Obs vendredi dernier, consacrée aux éditions Le Temps qu'il fait, donc, et à 2 auteurs par Garcin, et Garcin a fait un vraiment très beau papier d'hommage. D'ailleurs, tous les échos qu'on a sont ceux-là. C'est un papier très bien écrit, très chaleureux, mais pas flatteur, pas bêtement flatteur. Donc nous sommes 3 concernés, et tous les gens qui nous aiment, donc ça fait beaucoup de monde, très touchés, tous les 3. Voilà, il faut s'en réjouir. Il reste encore des regards de critique pour les bons éditeurs et la bonne littérature. Bon, bravo Jean-Yves, merci Georges. Vous venez d'entendre une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 28 mai 2025 entre Georges Monti des éditions Le Temps qu'il fait et Christian Thorel au sujet de l'œuvre littéraire et photographique de Gérard Massé dans le cadre de l'exposition qui lui était consacrée à la galerie rue Mirepoix du 28 mai au 29 juin 2025. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.